Bonjour, je vais te parler aujourd'hui de l'épreuve de maths du DNB, le diplôme national du brevet. C'est une épreuve qui se passe en fin d'année de troisième, tu le sais. Elle dure 2 heures et elle est notée sur 100 points. Alors en général, il y a 5 exercices. Tu as déjà fait ton premier calcul, 100 divisé par 5, ça fait 20. Ça veut dire qu'en général, la plupart des exercices sont autour de 20 points, mais pas forcément. Si tu as un exercice sur 25 points, 25 ça fait un quart de l'épreuve, donc il faut y passer un quart du temps. Pense à ça, 25 points, il faut y passer quasiment 30 minutes. Qui fait les sujets et comment sont-ils conçus? Tous les sujets de brevet sont faits par des profs de collège. Alors c'est des inspecteurs qui décident quels sont les sujets qui vont être gardés, mais ils en récupèrent plein. Ils font plein de petites réunions et au bout d'un moment, ils disent on va garder tel exercice. C'est fait par des profs qui veulent que tu réussisses. Le but, c'est pas du tout de te piéger, c'est-à-dire qu'ils vont prendre toutes les notions du programme de façon assez simple, mais pour que tu sois en réussite. Vraiment, ça c'est important. Ne te dis pas qu'il y aura des questions qui vont te mettre dans l'embarras, c'est pas du tout le but. On essaie de faire ressortir le meilleur de ce que tu as appris. En revanche, les sujets sont faits de telle sorte que ça va balayer tout le programme. Ça veut dire que si tu as décidé de faire la moindre impasse, eh bien ça va pas bien se passer. En bref, le brevet, on ne peut pas le passer au talent, il faut vraiment revoir toutes les notions. Le plus simple pour ça, reprends des sujets des années précédentes et tu peux vérifier ce que je viens de dire, tout tombe tout le temps. Alors voici ce que tu dois réviser en gros pour les maths. Pour la partie numérique, tous les calculs numériques, tu vas avoir bien évidemment des opérations avec les nombres relatifs, les fractions évidemment, bien maîtriser tout ça, savoir les simplifier, les additionner, multiplier, diviser. Tu vas avoir naturellement des équations où il faudra trouver des nombres inconnus, des travaux sur les puissances, notamment les puissances de 10, et puis le calcul littéral où tu dois savoir développer, factoriser. Quelques questions aussi sur l'arithmétique, avec la divisibilité de certains nombres par exemple. Alors moi je vais te proposer ici un exemple justement sur une factorisation qui est parfois un petit peu compliquée. On va factoriser ici x au carré moins 36. Factoriser une expression, c'est l'écrire sous la forme d'une multiplication. Pour ça, on doit reconnaître le début d'une égalité remarquable. J'ai écrit la formule ici, a carré moins b au carré. Je te rappelle que ça vaut a moins b. Facteur de a plus b. L'idée ici, c'est que le 36, on va repérer que c'est 6 au carré. Donc je vais écrire x au carré moins 6 au carré, 6 fois 6, 36. Et du coup, je peux finir ma factorisation en utilisant cette formule, à savoir x moins 6, facteur de x plus 6. L'expression est bien factorisée puisqu'elle est écrite comme une multiplication. Tu t'en doutes, la proportionnalité et en particulier les notions de pourcentage sont à revoir. Voici un autre exemple. Voilà une situation avec une augmentation d'un nombre. On a ici par exemple un sac à main magnifique qui coûte 50 € et qui va augmenter de 25%. Et j'appelle P le nouveau prix de ce sac à main. Tu sais que pour calculer ce nouveau prix, on va avoir besoin du coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, tu l'as vu dans ton cours, Cm, on le calcule en faisant 1 plus 25 divisé par 100. 25 divisé par 100, ça fait 0,25. Si j'ajoute 1 plus 0,25, mon coefficient multiplicateur est donc de 1,25. Ce qui fait que pour trouver mon nouveau prix, c'est très simple, tu vas juste prendre l'ancienne valeur du sac, 50, tu le multiplies par ce nombre et on trouve 62,5 €. Voilà pour le nouveau prix du sac à main après augmentation. Concernant les fonctions, alors là c'est pas compliqué, c'est du 100%, ça tombe à chaque sujet. Alors tu dois savoir bien sûr bien maîtriser la notion d'image et d'antécédent dans une fonction et en particulier sur les fonctions affines et linéaires, les fonctions constantes aussi. Ce sont des exercices types et le plus grand classique c'est de travailler sur un exercice où tu as 2 ou 3 fonctions en même temps. Je vais te montrer ici un exemple de ce que tu dois savoir faire sur les fonctions affines. Observons les 3 propositions de réponse A, B et C qui sont censées représenter la fonction f de x égale 2x plus 3. Alors d'après ton cours, tu repères que ceci est une fonction affine, coefficient directeur 2 et le nombre 3 vaut l'ordonnée à l'origine. On voit bien que la fonction de la réponse A est une fonction affine. Pour la fonction B, il s'agit d'une fonction constante puisque tu vois qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses.
Alors c'est aussi une fonction affine bien sûr, mais elle a la particularité d'avoir un coefficient directeur qui soit égal à 0. Et la troisième, comme la droite passe par l'origine du repère, eh bien c'est une fonction linéaire. C'est aussi un cas particulier de fonction affine avec une ordonnée à l'origine qui vaut 0. Du coup, naturellement, la bonne réponse est la réponse A. On peut vérifier que l'ordonnée à l'origine vaut 3 et que le coefficient directeur vaut bien 2 pour cette représentation graphique. Tu auras sans doute un exercice de probabilité et de statistique, l'un ou l'autre, mais souvent les deux. Concernant les statistiques, tu dois bien connaître les notions de moyenne, ça c'est facile quand tu calcules la moyenne de tes notes, mais aussi d'étendue, de médiane, d'effectif, toutes ces choses-là doivent être bien claires pour toi. Concernant les probabilités, le grand classique, c'est de tirer des cartes dans un jeu de cartes. Justement, on va se faire un petit exemple ensemble pour que tu revoies bien la notion. Alors, on va faire un exercice de probabilité avec un jeu de cartes de 32 cartes. Alors, 32 cartes, tu sais qu'il y a 4 couleurs, les couleurs rouges, j'ai d'ailleurs dessiné seulement les couleurs rouges avec cœur et carreau. Il y a la même chose à trèfle et à pique. À chaque fois, il y a l'as, le roi, la dame, le valet, 10, 9, 8 et 7. Ça fait bien 2, 4, 6, 8 cartes par couleur, x 4, 4 x 8, 32. Et bien là, on va s'intéresser à la probabilité de tirer une figure rouge. Alors attention, les figures dans un jeu de cartes, c'est roi, dame et valet uniquement. C'est là où tu as la tête d'un personnage, que ce soit un homme ou une femme. L'as n'est pas une figure. Donc, la probabilité d'avoir une figure rouge, eh bien regarde, ils sont ici. On a bien 6 issues possibles. Donc, la probabilité d'avoir une figure rouge, ça va être de 6 sur 32. Pense à simplifier les fractions. Celle-ci peut être simplifiée par 2. Ça fait donc 3 16e. En bref, tu as 3 chances sur 16 d'obtenir une figure rouge si tu tires une carte dans un jeu de 32 cartes. En géométrie et pour les grandeurs composées. Alors pour la partie géométrique, tu peux être sûr que tu auras Pythagore et ou Thalès et leur réciproque. Ça fait 4 propriétés à bien maîtriser. Bien évidemment, une question de trigonométrie avec un sinus, un cosinus ou une tangente, c'est inévitable, tu dois bien connaître ces 3 formules. Revois donc, concernant aussi la géométrie, les volumes et les aires. Systématiquement, si tu regardes bien les sujets, ça tombe à chaque fois. À ce sujet, on va faire un petit exemple ensemble, justement, sur les aires et les volumes. Voici une brique dont on connaît certaines dimensions, la longueur et la largeur, il nous manque la hauteur. Et on va demander dans un premier temps de calculer l'aire de la base de cette brique. Bien sûr, c'est un rectangle. Je l'appelle grand A, l'aire de ce rectangle. Évidemment, on fait longueur fois largeur. 6,4 x 5, ça fait 32. Pensez à mettre les unités ici, c'est des centimètres carrés. Dans la deuxième question, on va demander de déterminer la hauteur de cette brique pour que son volume soit de 400 cm3. Je rappelle bien sûr que pour trouver le volume d'un pavé, on va faire la base, l'aire de la base, multipliée par la hauteur. Tu as peut-être appris longueur fois largeur fois hauteur. Ça, c'est longueur fois largeur. Ce que je vais faire à partir de cette formule, l'aire de la base multipliée par la hauteur, c'est tout simplement remplacer les nombres que je connais. V égale 400, c'est donné dans l'énoncé. L'aire de la base, c'est 32, je viens de le trouver. Et h, bien sûr, c'est ma hauteur, c'est mon nombre qui est inconnu. Il s'agit tout simplement d'une équation. 32 multiplié par h égale 400. Et bien pour trouver le nombre h, on va tout simplement faire 400 divisé par 32 et on trouve 12,5. Attention là encore à préciser l'unité. C'est une longueur, donc ce sont des centimètres. En algorithmique, alors là encore, c'est du 100% acquis. Il y aura un exercice avec des algorithmes, ça peut être un programme de calcul, ou bien ça peut être, et c'est souvent le cas, un programme avec Scratch. C'est un logiciel que tu dois savoir utiliser, tu l'as fait en classe normalement. Savoir utiliser Scratch, eh bien c'est maîtriser les mouvements, les déplacements, tourner, avancer, mais aussi toutes les notions de boucle, où on va répéter des choses, faire des choses tant que. Et puis la notion de variable qui est très importante en troisième, qui va te permettre de faire des calculs numériques si besoin. On va voir un petit algorithme ensemble qui est issu d'un sujet de brevet justement.
J'ai ici 3 programmes de 3 personnes et je dois reconnaître celui qui va permettre de faire la figure géométrique. Je vais les prendre dans le désordre. Je vais commencer par le programme du milieu de Nicolas. Avancer de 300 pas, alors on ne me dit pas si c'est à gauche ou à droite. Moi j'essaye un peu au hasard. Je me fais un petit brouillon sur ma copie pour voir. Donc je vais faire un premier segment. Je tourne de 120 degrés. Donc on y va, mais alors je m'aperçois qu'on va faire 3 fois la même chose en fait. J'avance de 300, je tourne de 120, j'avance de 300, je retourne de 120. Bon, et bien là, avec Nicolas, je suis en train de faire un triangle équilatéral et ce n'est pas ce que je voulais, donc c'est non pour le programme de Nicolas. Regardons à présent le programme de Thiago. Là, je ne sais pas non plus dans quel sens je vais partir. Est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est à droite? Je vais partir dans le coin en bas à droite et je vais avancer peut-être de 173 pas. Ça fait une petite chose comme ça. Après, je tourne de 60 degrés et j'avance. Ah, malheureusement, j'avance de 300 pas. Et ça ne va pas aller parce que sur ma figure, eh bien, je m'aperçois que j'ai la même longueur normalement pour ces deux-là. Et ça ne fonctionne pas. Et si j'essaie de partir vers la gauche, eh bien l'angle de 120 degrés ne correspond pas non plus à la figure. Donc, le programme de Thiago n'est pas bon. Regardons à présent le programme de Essia. On va vérifier effectivement qu'il s'agit bien du bon programme. Je vais partir du bas à gauche. Je vais faire avancer de 300. Un angle droit tourné de 90. J'avance de 173 pas. On a ensuite un angle de 60 degrés et je vais avancer à nouveau de 173 pas, c'est-à-dire la même longueur ici et là. Je tourne enfin de 90 degrés pour former mon angle droit à cet endroit, j'en ai donc 2, et puis je reporte la longueur ici de 300. C'est donc bien le bon programme, donc Essia a le bon programme, celui qu'il fallait choisir. Alors, comment s'entraîner pour le brevet? Les conseils que je vais te donner maintenant fonctionnent pour la fin de l'année. Évidemment, au mois de septembre, on ne va pas travailler de la même façon. Si tu arrives à quelques mois du brevet, évidemment qu'il faut que tu connaisses ton cours. Là, je t'ai parlé des grands thèmes qui allaient tomber dans ton épreuve. Tu dois connaître tous tes cours, évidemment, les avoir vus plusieurs fois. Idéalement, tu en as fait des fiches. Et si tu as oublié, tu peux regarder nos vidéos sur notre site lesmonprofs.com. Tu vas retrouver toutes les notions de cours qui te manquent. Une fois que le cours est acquis, il ne faut pas y passer des dizaines d'heures. À mon avis, ça doit représenter 15 à 20% de ton temps. Le reste, eh bien, tu vas l'utiliser uniquement à faire des sujets d'annales. J'ai bien dit des sujets d'annales, c'est-à-dire que tu vas reprendre des anciens sujets de brevets qui sont tombés l'année dernière ou il y a 2 ans. Ne va pas trop loin non plus dans les années. Il suffit de prendre les années les plus récentes. Et tu vas faire tous les exercices que tu peux, en boucle et en boucle, autant que tu peux. Tu trouves les corrigés soit sur notre site, soit sur Internet. Donc, on s'entraîne avec des sujets d'annales. Ce n'est pas la peine de refaire des exercices du livre ou que tu avais fait en début d'année. Uniquement des exercices d'annales parce que tu vas voir une chose, et c'est assez magique. Au bout d'un moment, ils se ressemblent tous. Et le moment où tu diras « Ah tiens, mais j'ai déjà fait ça. Ah mais ça ressemble beaucoup à les… » Eh bien, ça voudra dire que tu auras suffisamment révisé, que tu seras prêt, que tu auras compris l'esprit de l'examen et que tu seras donc capable, grosso modo, de faire tous les exercices. Le jour de l'épreuve. Alors, avant même le jour de l'épreuve, il y a la veille de l'épreuve. Évidemment que tu vas préparer ton sac et c'est déterminant. Tu vas prendre toutes les affaires dont tu auras besoin pour l'épreuve. Évidemment, une trousse complète avec tout ce qu'il faut, avec 2 gommes, des recharges pour tes stylos, une calculatrice niveau collège. Tu vas avoir bien sûr du matériel de géométrie, règles, équerres, compas, rapporteurs. Tu apportes tout ce qu'il te faut, des crayons de couleur, un stabilo, tu en auras besoin pour le sujet. Donc tu prépares tout ça la veille, certainement pas le matin comme font bon nombre d'élèves. Tu vas essayer d'arriver 30 minutes avant le début de l'épreuve. Pourquoi 30? Tu vas dire que ça ne sert à rien, je vais arriver 5 minutes. Ben non, parce qu'il suffit qu'un bus soit arrêté, qu'il y ait un accident, que ton père ait crevé son pneu. Donc on prévoit toujours au moins 30 minutes et puis ça permet de se relaxer, d'arriver bien en avance avant l'épreuve. Quoi de plus horrible que d'arriver en retard à une épreuve de brevet? C'est un stress total, personne ne veut ça.
Donc tu vises 30 minutes d'avance, tu as préparé ton sac la veille, tu sais qu'il va te falloir aussi peut-être une petite bouteille d'eau et un petit truc à grignoter, 2 heures c'est pas très long, mais ça peut être agréable de faire une petite pause et de manger une sucrerie, que sais-je, ou un fruit. Une montre, parce que quand tu vas arriver, ton téléphone chéri que tu adores, tu vas le mettre dans ton sac, il va aller au fond de la salle, et bien sûr tu ne pourras pas regarder l'heure, il n'est pas obligatoire qu'il y ait une horloge dans la salle d'examen. Pense à une montre, alors si tu n'en as pas, eh bien, tu en demandes à n'importe quel voisin, ami, père, mère, peu importe, tu devrais pouvoir trouver ça. Dès que tu as le sujet en main, ton meilleur ami va devenir ça. Grâce à cet objet que tu connais bien, un surligneur, tu vas prendre le sujet et tu vas tout simplement commencer par une lecture complète du sujet. Ça peut te prendre 5, 6, 7, 8 minutes et ce n'est pas du temps perdu parce que ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas repérer un exercice facile, hop, tu le surlignes, parce que tu vas commencer par celui-là. Il n'est absolument pas conseillé de faire les exercices dans l'ordre. Aucun professeur ne te demande de faire le 1, puis 2, puis 3. Tu peux commencer par l'exercice 4, parce qu'il te semble plus facile. Tu sais, il existe quelque chose qu'on appelle l'angoisse de la feuille blanche, qu'on a parfois dans les examens. C'est j'arrive, j'ai ma feuille blanche, je suis paniqué, je ne sais pas quoi faire, je n'arrive pas à me lancer. C'est la raison pour laquelle on commence toujours par l'exercice le plus facile, parce que quand tu commences par l'exercice le plus facile, eh bien ça y est, tu es dans le mouvement, tu as lancé la machine, ton petit cerveau s'est mis en marche, et tu as commencé ton épreuve, et déjà tu n'as plus cette angoisse d'être complètement pétrifié. Donc, tu repères les exercices qui sont les plus faciles et tu vas les faire dans l'ordre. Tu peux même mettre un système de 1 croix très facile, 2 croix moyen, 3 croix plus difficiles, et tu les fais avec cet ordre-là. Il y a une autre règle fondamentale dans cet examen, mais dans tous les examens, c'est de ne pas perdre de temps. Si tu fais une question et que au bout de 30 secondes, 1 minute, tu n'avances pas, eh bien tu arrêtes. Il y a beaucoup d'élèves qui peuvent passer 20 minutes comme ça. Ils ont l'impression de travailler, mais ils ne travaillent pas. En fait, ça tourne en boucle, il ne se passe rien. Dans ces cas-là, tu arrêtes, tu laisses de la place, une demi-page par exemple, et tu vas faire une autre question qui n'a peut-être rien à voir avec celle qui t'est proposée ici. Voire même un autre exercice sur une autre feuille. Et puis quand tu auras fini l'exercice, eh bien tu reviendras à la fin. Tu essaieras de dire mais au fait cette question-là, et ça peut se débloquer. C'est ça qui est assez magique avec le cerveau humain, c'est qu'on peut bloquer sur une question et quand on y revient plus tard, ça revient. Donc, tu fais les exercices dans le désordre, toujours du plus facile au plus difficile. Donc tu gardes les questions les plus difficiles pour la fin. Alors ça signifie un peu de se bagarrer et tu vas essayer d'aller chercher chaque demi-point. Même une question qui te paraît impossible, tu essayes un peu, tu fais quelque chose. C'est toujours des demi-points qui vont s'accumuler aux autres et qui vont faire au final une note qui sera convenable. Pense bien évidemment à prendre au moins 5-6 minutes à la fin pour tout relire parce que à l'évidence, il y a des dizaines de fautes qui sont cachées dans, ça peut être un signe, ça peut être un calcul, 3 moins 2, tu as écrit 5, il y a ça tout le temps dans les copies d'élèves. Moi je suis prof, je le vois bien. Donc voilà, 3 moins 2 ça fait 1 et que tu dis mais comment j'ai pu laisser passer ça? Il faut absolument donc que tu prennes du temps de relecture. Quand on relit vraiment un sujet, allez sur 100 points, tu en récupères 7, 8, 9, 10 facilement. Ça vaut vraiment le coup, c'est un travail indispensable. Alors on va te souhaiter des super révisions. N'oublie pas que sur notre site lesbonsprofs.com, tu as toutes les vidéos de cours qui vont te permettre de passer le brevet dans toutes les matières. On a aussi des sujets d'annales de brevet corrigés en vidéo en pagaille, alors n'hésite pas à aller les voir. Il y en a quelques-unes sur YouTube, mais il y en a plus sur notre site. Voilà. Avec ce que je t'ai proposé là, si tu commences les révisions assez tôt, quelques semaines avant, il ne s'agit pas de commencer juste 2-3 semaines avant. Idéalement, 5-6 semaines avant, déjà, c'est bien de s'y mettre régulièrement, un petit peu, 2-3 fois par semaine par exemple. On garde un rythme régulier, c'est pas la peine de travailler 5 heures de suite, mais on en fait souvent et régulièrement, c'est comme ça que ça fonctionne. On espère que tu vas cartonner à tes épreuves et à très bientôt sur lesbonsprofs.com.